Bienvenue à tous pour cette nouvelle saison de notre série dédiée à l'intelligence artificielle. Avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de revenir sur ce que nous avons exploré au cours de la première saison, intitulée « L'humain architecte de sa propre destruction ». À travers les 8 épisodes de cette première saison, nous avons découvert ensemble certains des modèles d'intelligence artificielle les plus puissants et influents de notre époque. Nous avons plongé dans des concepts complexes comme les réseaux neuronaux convolutifs, CNN, les réseaux antagonistes génératifs, GAN, les réseaux neuronaux récurrents, RNN, et même les transformeurs. Des modèles souvent entourés de mystères qui nourrissent autant la fascination que les peurs. Ah oui, des réseaux, des neurones, des trucs trop compliqués pour moi. Et avec tous ces mots, il y avait toujours quelqu'un pour dire que l'IA allait nous surpasser, nous contrôler, voire nous détruire. C'est justement là où nous avons pris le temps de démystifier les craintes. La première saison avait pour objectif de montrer que derrière ces modèles sophistiqués, l'IA est un outil que nous, humains, avons construit et que nous pouvons comprendre, maîtriser et surtout orienter dans la direction que nous voulons. Ce qui a été clairement démontré, Gontran, c'est que les robots ne viendront pas te voler ton canapé. Du moins, pas encore. Nous avons terminé cette première saison sur une note plus optimiste, en renommant le titre de la dernière épisode « L'humain architecte de son propre destin ». Nous avons montré que, loin de nous détruire, l'IA, l'intelligence artificielle, est un outil que l'humain peut utiliser pour forger son avenir, son propre destin. Et c'est là que cette nouvelle saison prend tout son sens. Bienvenue dans l'IA démasquée entre contrôle et manipulation. Vérité sans pareil. Oh, humain, architecte de ta propre création, tu bâtis des merveilles avec tes innovations. Ton futur est entre tes mains avec précision. N'oublie jamais, tu es l'architecte de ton propre destin. Cette saison sera différente. Nous allons entrer dans les aspects techniques les plus profonds de l'intelligence artificielle, car maintenant que nous avons brisé les mythes et apaisé les craintes, il est temps de voir comment ces modèles fonctionnent vraiment, comment les construire, les affiner et même les manipuler pour répondre à nos besoins. Manipuler, hein? Ça sonne comme le genre de truc que les gens du complot adoreraient entendre. Manipuler l'IA, pas les esprits des gens. Enfin, pas tout de suite. Nous allons justement commencer par l'un des modèles les plus intuitifs et accessibles en intelligence artificielle, les arbres de décision. Vous verrez, c'est une méthode simple mais efficace pour prendre des décisions basées sur des données. C'est une parfaite introduction pour débuter la construction de nos propres intelligences artificielles. Dans cet épisode, nous allons comprendre comment ces arbres fonctionnent, pourquoi ils sont si pratiques et comment les améliorer avec des forêts aléatoires. Attends, des arbres qui prennent des décisions. Et maintenant une forêt entière? J'imagine qu'on va faire de la botanique version machine, c'est ça? Ne t'inquiète pas, Gontran. Tu ne deviendras pas un bûcheron de l'IA. Mais tu vas peut-être finir par comprendre comment elle te manipule. Je voulais dire, comment tu peux les manipuler. Un arbre qui prend des décisions? Sérieusement? On en est là? Bientôt tu vas me dire qu'un buisson peut prédire le cours de la bourse. Eh bien, Gontran, même un buisson serait probablement plus constant que toi en matière de prise de décision. Mais, je te rassure, ici on parle de vrais modèles mathématiques, pas de jardinage. Un arbre de décision, c'est beaucoup plus intelligent que tu ne le penses. Imagine un système qui peut choisir le meilleur restaurant pour toi en fonction de tes goûts, de l'heure et même de l'humeur du jour. Ah, donc cette IA va aussi pouvoir me dire ce que je veux manger avant même que je le sache? Je suis curieux de voir ça. Aujourd'hui, nous allons non seulement apprendre à construire un arbre de décision, mais aussi voir comment il peut nous aider à résoudre des problèmes de classification, c'est-à-dire prendre des décisions basées sur des critères simples. Et je parie que Gontran sera surpris quand notre IA prédira ce qu'il préfère au dîner. Même si, honnêtement, un simple algorithme pourrait deviner que c'est probablement quelque chose de frit. Haha, très drôle. Mais soyons sérieux une seconde, ces arbres de décision, ils sont vraiment utiles dans la vraie vie? Absolument. Les arbres de décision sont utilisés dans plein de domaines. Médecine, finance, marketing, par exemple. Un médecin peut utiliser un arbre de décision pour diagnostiquer une maladie en fonction des symptômes d'un patient. C'est rapide, efficace et facile à comprendre. Ok, je vois. Donc pas juste des gadgets pour prédire ce que je vais manger. Exactement. Et aujourd'hui, on va non seulement comprendre comment ça marche,
marche, mais aussi on va créer une petite IA avec un arbre de décision, puis on verra comment on peut l'améliorer avec ce que l'on appelle une forêt aléatoire. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Voici un arbre de décision. À chaque niveau, il pose une question et selon la réponse, il passe à une branche ou à une autre jusqu'à atteindre une décision finale, appelée feuille. Un gros if-else imbriqué, non? Pas exactement. L'arbre de décision est un modèle très structuré et systématique. Voici comment il fonctionne en résumé. Chaque nœud interne représente une question sur une caractéristique de notre dataset. Par exemple, si on essaie de classer des fleurs, la question pourrait être la longueur des pétales sont-elles supérieures à 3 cm? Si la réponse est oui, on va à gauche, sinon on va à droite. On continue à poser des questions comme ça jusqu'à arriver à une feuille, c'est-à-dire une décision finale, comme c'est une iris setosa ou c'est une iris virginica. Un gros if-else imbriqué, j'ai dit. Mais comment cet arbre sait quelle question poser? Est-ce qu'il devine au hasard? L'arbre de décision ne devine pas. Il utilise un critère pour choisir les questions qui divisent les données de la manière la plus efficace possible. On appelle cela un critère de décision. Le plus commun, c'est l'indice de Gini, ou parfois l'entropie. Un gros if-else imbriqué, j'ai dit. Indice de Gini, entropie. On parle toujours de fleurs ou c'est devenu un cours de thermodynamique ou de cryptographie? Imagine que tu veux diviser ton public en 2 groupes, ceux qui aiment tes blagues de mauvais goût et ceux qui ont un bon sens de l'humour. L'arbre va choisir la question qui divise le mieux ces 2 groupes. Soit, est-ce que Kaya fait de bonnes blagues? Aïe aïe aïe. L'indice de Gini mesure l'impureté d'un groupe. Si tous les éléments d'un groupe appartiennent à la même classe, l'impureté est nulle. L'arbre de décision cherche à poser des questions qui réduisent cette impureté à chaque étape. D'accord, un gros if-else imbriqué qui s'adapte aux données, je crois que je comprends. Mais si cet arbre continue de poser des questions de plus en plus précises, est-ce qu'il finit par ne jamais se tromper? C'est là que réside le problème. Si l'arbre de décision devient trop complexe et pose trop de questions spécifiques, il risque de s'adapter parfaitement à l'ensemble de données d'entraînement. On appelle ça le surapprentissage ou overfitting. En d'autres termes, l'arbre devient tellement bon pour résoudre les données d'entraînement qu'il échoue à générer sur des nouvelles données. Un peu comme Gontran qui devient tellement bon à prédire ses propres mauvaises blagues qu'il échoue à impressionner les autres. Hey, mes blagues sont universelles. Revenons à notre arbre. Le but est de trouver le bon équilibre entre la simplicité de l'arbre et sa capacité à bien classer les données. Si l'arbre est trop simple, il ne fera pas de bonnes prédictions, mais s'il est trop complexe, il se suradapte. Pour récapituler, un arbre de décision est un modèle simple, rapide à entraîner et facile à interpréter. Mais il peut surapprendre si on n'y fait pas attention. C'est pour cela que dans certaines situations, on préfère utiliser plusieurs arbres ensemble pour former une forêt aléatoire. Mais ça, on le verra plus tard dans l'épisode. Bon, je dois avouer que ça a l'air assez malin. Un système qui pose des questions pour réduire les erreurs, je peux m'y faire. Mais je veux voir ce que ça donne en pratique. Passons à la pratique. Nous allons maintenant créer une petite IA en utilisant un arbre de décision pour classer un jeu de données. J'ai choisi un dataset classique pour cet exercice, le dataset Iris. Iris, c'est quoi ça? Un truc de fleuriste? Pourquoi on ne ferait pas une IA qui classe des choses plus intéressantes, comme des pizzas? Ah oui, parce que classer des pizzas va vraiment révolutionner l'intelligence artificielle, Gontran. Pour une fois, fais confiance à DomiGeek. Ce dataset est un classique pour une bonne raison. Le dataset Iris est un excellent point de départ. Il contient des mesures de fleurs de 3 espèces différentes et notre objectif est de créer une IA qui peut classer ces fleurs en fonction de leurs caractéristiques comme la longueur et la largeur des pétales. Voici comment on va procéder. Première étape, on commence par importer les bibliothèques dont on aura besoin. On va utiliser scikit-learn pour notre arbre de décision et pandas pour manipuler les données. Voici à quoi ça ressemble. Scikit-learn a déjà le dataset Iris d'intégrer, donc c'est très simple. From scikit-learn.dataset-import load iris. Iris est égal à load iris. X est égal à iris.data. Y est égal à iris.target. Print iris.featurename, print iris.targetName.
Voilà, nous avons chargé nos caractéristiques et nos étiquettes. Les caractéristiques sont les longueurs et les largeurs des sépales et des pétales. Et les étiquettes sont les 3 espèces de fleurs, Iris setosa, Iris versicolor et Iris virginica. Je vois, c'est comme demander à un sommelier de reconnaître un vin juste avec la couleur et l'odeur. Sauf que là, c'est des fleurs. Exactement. Mais contrairement à toi, l'arbre de décision n'a pas besoin de goûter pour savoir. Maintenant, on sépare nos données en un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests pour pouvoir évaluer la performance de notre modèle. Xtrain, Xtest, YTrain, YTest est égal à Train Test Split, X, Y, Test Size est égal à 0.3, Random State est égal à 42. On va maintenant créer notre arbre de décision et l'entraîner sur l'ensemble d'entraînement. Ça ne prend que quelques lignes de code. CLF est égal à Decision Tree Classifier, CLF.fit, Xtrain, YTrain. Ok, donc tu plantes l'arbre et il pousse tout seul, c'est ça? Pas exactement, mais l'entraînement est effectivement rapide pour ce genre de modèle simple. Mais maintenant que notre arbre est entraîné, voyons comment il se comporte sur les données de test. YPred est égal à clf.predict xtest, accuracy est égal à accuracy score ytest ypred, print précision accuracy fois 100 to float, print confusion matrix ytest ypred. Et voilà, notre IA a atteint une précision de 100. C'est plutôt pas mal pour un modèle aussi simple. Bon, je dois avouer, ce truc marche. Il arrive vraiment à distinguer ces 3 espèces de fleurs, rien qu'avec des mesures. Eh oui, Gontran, et tout ça sans renifler la fleur. Exactement. Un arbre de décision est capable de prendre des décisions rapides et précises en se basant sur des critères simples, comme la longueur des pétales. Et on peut faire ça pour d'autres trucs, comme classer des clients ou prédire si quelqu'un va acheter un produit. Absolument. Les arbres de décision sont utilisés dans de nombreux domaines pour classifier des données, que ce soit en finance, marketing ou même en médecine pour diagnostiquer des maladies. Mais ce n'est que le début. Dans la prochaine partie, on va voir comment améliorer encore plus les performances en utilisant non pas un seul arbre, mais une forêt d'arbres, ce qu'on appelle une forêt aléatoire. Ah, super. Donc on passe de la botanique à la sylviculture? J'ai hâte de voir ça. Nous avons maintenant un arbre de décision qui fonctionne bien. Mais comme tu l'as remarqué, Gontran, un arbre de décision a ses limites. Parfois, un seul arbre n'est pas suffisant pour obtenir les meilleurs résultats. Quoi, c'est déjà cassé? On vient juste de commencer. Non, Gontran, l'arbre fonctionne. Mais imagine que tu demandes l'avis de plusieurs experts au lieu de compter sur une seule opinion. C'est ce que font les forêts aléatoires. Exactement, Kaya. Ce que nous allons voir maintenant, c'est comment on peut améliorer notre modèle en utilisant plusieurs arbres ensemble. On appelle cela l'ensemble learning. Au lieu de se fier à un seul arbre de décision, on en crée plusieurs, des dizaines voire des centaines, et chacun est formé sur un sous-ensemble de données. Attends, plusieurs arbres? Mais pourquoi en faire plusieurs? Un ne suffit pas? C'est une très bonne question. Imagine que tu utilises un seul arbre. Si ce dernier surapprend aux données d'entraînement, en d'autres termes, s'il devient trop précis au point de ne plus généraliser, il pourrait ne pas fonctionner correctement sur de nouvelles données. Comme quand tu essayes de faire une blague trop précise, Gontran. Ça marche peut-être dans un certain contexte, mais dès que tu changes d'audience, plus personne ne rit. Exactement. Avec les forêts aléatoires, on génère plusieurs arbres de décision, chacun entraîné sur des sous-ensembles aléatoires des données. Chaque arbre fait une prédiction et ensuite on prend la décision majoritaire. C'est ce qu'on appelle le vote majoritaire. Chaque arbre voit un sous-ensemble différent des données, ce qui permet d'éviter le surapprentissage. En combinant leurs prédictions, on obtient un modèle plus robuste et plus général. Un peu comme si tu demandais l'avis de plusieurs experts plutôt de te fier à un seul. Ok, je commence à comprendre. Mais comment ces arbres choisissent leurs échantillons? Ils se baladent dans la forêt et cueillent des données au hasard. Pas tout à fait, Gontran. Il s'agit d'une méthode appelée bagging. Pour chaque arbre, on tire aléatoirement un échantillon des données d'entraînement avec remplacement, ce qui signifie que certaines données peuvent être sélectionnées plusieurs fois, tandis que d'autres peuvent ne pas l'être du tout. Oui, c'est une technique clé du bagging. Cela garantit que chaque arbre est légèrement différent des autres. De plus, pour chaque division au sein d'un arbre, seule une partie des caractéristiques est utilisée pour éviter que tous les arbres ne posent les mêmes questions. C'est ce qui renforce encore la diversité et la puissance du modèle. Donc on a des arbres qui regardent les données sous différents angles, et ensuite ils se mettent d'accord en votant. C'est comme un jury d'experts.
Mais est-ce que ça marche vraiment? Ça fonctionne très bien dans de nombreux cas. Les forêts aléatoires sont largement utilisées dans des domaines variés, comme la médecine, où elles aident à diagnostiquer des maladies, ou en finance pour prédire le risque de crédit. Elles sont robustes, rapides à entraîner et surtout, elles évitent le surapprentissage. Et le plus beau dans tout ça, c'est que contrairement à Gontran, elles ne se disputent jamais entre elles. Elles collaborent parfaitement pour trouver la meilleure solution. Ha ha, très drôle. Bon, et tu dis que ça peut vraiment améliorer les prédictions par rapport à un seul arbre? Absolument. En fait, dans beaucoup de compétitions de machine learning, les forêts aléatoires font partie des algorithmes les plus performants. Elles sont efficaces sur des jeux de données complexes et leur capacité à généraliser est vraiment impressionnante. Eh bien, voyons ça en pratique alors. Fais pousser cette forêt et montre-nous si elle est vraiment meilleure que ton arbre solitaire. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va maintenant créer une forêt aléatoire et comparer ses performances à notre arbre de décision précédent. Tu verras que la différence est notable. Notable? L'arbre a eu 100%. Comment vas-tu pouvoir faire mieux? Ne t'inquiète pas pour ça, Gontran. Nous allons finir la démonstration avec Iris, mais nous allons apporter quelques modifications pour corser l'entraînement et voir vraiment la différence. Avant de passer à la pratique, récapitulons rapidement. Une forêt aléatoire est composée de plusieurs arbres de décision, chacun formé sur un sous-ensemble différent des données, et leurs prédictions sont agrégées par un vote majoritaire. Cette approche permet d'améliorer la généralisation du modèle et d'éviter le surapprentissage. Maintenant, voyons tout cela en action. Prépare-toi, Gontran. La nature a encore quelques surprises pour toi. Bon, très bien. Je suis prêt à voir ce que cette forêt a dans le ventre. Patience, Gontran. Tu vas bientôt voir à quel point une forêt peut être puissante. Mais ne t'inquiète pas, on te gardera une place parmi les racines. Commençons par l'implantation de la forêt. Scikit-learn nous facilite la tâche avec une classe appelée Random Forest Classifier. On va créer une forêt composée de plusieurs arbres et entraîner le modèle de la même manière que nous l'avons fait pour l'arbre de décision. From scikit-learn.ensemble import Random Forest Classifier. Forest est égal à Random Forest Classifier, le nombre d'estimateurs à 100, le random state à 42. Forest.fit Xtrain, Ytrain, voilà, c'est aussi simple que ça. Nous avons maintenant une forêt de 100 arbres, chacun entraîné sur un sous-ensemble aléatoire des données. Ok, mais comment tu vas comparer les deux? Est-ce que tu vas compter combien d'arbres ont raison ou tort? Il est temps de voir comment cette forêt se comporte par rapport aux arbres de décision. Nous allons utiliser les mêmes métriques que tout à l'heure, la précision et la matrice de confusion. Cela nous permettra de voir si la forêt aléatoire est plus performante. YPredForest est égal à forest.predictXtest. Accuracy Forest est égal à Accuracy Score, YTest, YPredForest. Print, précision de la forêt aléatoire, Accuracy pour Forest, multiplié par 100. Print, confusion matrix, YTest, YPredForest. Bon, Gontran, tu te dis peut-être qu'un arbre de décision suffit toujours, puisque sur le dataset Iris, il te sort une précision parfaite, hein? Mais attention, ce dataset, c'est un peu comme un jeu pour débutants. Bien structuré, peu de bruit, tout est bien rangé dans des petites cases. Bref, même un seul arbre de décision peut briller ici. Mais dans la vraie vie, c'est rarement aussi simple. Quand on passe à des données plus réalistes, comme des diagnostics médicaux ou de la détection de fraude, où il y a du bruit, des données redondantes, des corrélations compliquées, un arbre tout seul peut vite se retrouver perdu. Il se suradapte, un peu comme si tu apprenais par cœur la réponse d'un quiz sans en comprendre le sens. Et c'est là que la forêt aléatoire devient bien plus puissante. En combinant plusieurs arbres, elle peut naviguer dans des données beaucoup plus difficiles, se protéger contre le surapprentissage, et au final, elle fait de meilleures prédictions. Donc, si tu veux que ton IA tienne la route dans des situations réelles, la forêt aléatoire, c'est ton allié. Pour pousser notre démonstration, nous pourrions générer un dataset artificiel avec des variables aléatoires et ajouter du bruit pour simuler des données moins structurées. Par exemple, utiliser la fonction makeClassification de scikit-learn pour générer un dataset avec des redondances, du bruit et des corrélations complexes. En introduisant du bruit, l'arbre de décision pourrait avoir tendance à surapprendre, tandis que la forêt aléatoire devrait mieux généraliser grâce à l'agrégation des décisions de plusieurs arbres. Donc voici le nouveau code. Les imports des bibliothèques de scikit-learn. Nécessaire. Générer un dataset complexe avec du bruit avec makeClassification. Diviser en ensemble d'entraînement et de test. Comme nous avions fait préalablement. Entraîner un arbre de décision. Entraîner une forêt aléatoire. Imprimer les résultats.
Voilà, les résultats sont tout de suite moins parfaits, n'est-ce pas? Et on voit bien la différence entre les arbres et les forêts. Eh bien, je dois l'admettre, c'est pas mal. Ta forêt a effectivement fait mieux que l'arbre tout seul. Donc, plus d'arbres, plus de précision, c'est ça? Plus précisément, ce n'est pas simplement le fait d'avoir plus d'arbres qui améliore la précision, mais la diversité des arbres. Chaque arbre voit une partie différente des données, ce qui permet à la forêt de généraliser mieux que n'importe quel arbre individuel. En plus de la meilleure précision, la forêt aléatoire est aussi moins sensible au surapprentissage, car elle ne dépend pas d'un seul arbre qui pourrait se suradapter aux données d'entraînement. Et c'est aussi rapide que ça en a l'air? Je veux dire, 100 arbres. Ça doit quand même prendre du temps, non? Bonne question, Gontran. En fait, les forêts aléatoires sont très rapides à entraîner car les arbres peuvent être créés en parallèle. Cela signifie que même si on utilise plusieurs arbres, on n'augmente pas beaucoup le temps de calcul. C'est l'un des avantages majeurs des forêts aléatoires. Exactement, Gontran. Tu devrais peut-être appliquer cette règle à ta collection de blagues. Plus tu en as, plus tu augmentes tes chances d'en sortir une bonne. En gros, c'est un peu comme si tu demandais à 100 versions de toi-même de réfléchir en parallèle. Le problème, c'est que, dans ton cas, ça risquerait d'être un peu plus lent. D'accord. Donc plus d'arbres, meilleur résultat. Et ça reste rapide. Je dois dire que ça me plaît finalement. Peut-être que je devrais investir dans la sylviculture IA. Je ne sais pas si ça t'enrichirait, mais ça t'apprendrait sûrement quelques astuces. Et voilà, tu as maintenant vu comment on peut améliorer notre IA grâce aux forêts aléatoires. Et la prochaine fois que tu seras perdu dans une forêt, Gontran, rappelle-toi qu'au moins, en IA, elles sont là pour te guider vers la bonne décision. En résumé, les forêts aléatoires sont un excellent moyen d'améliorer la performance de modèles basés sur des arbres de décision. Elles combinent les prédictions de nombreux arbres pour éviter les erreurs et améliorer la généralisation. En tout cas, sans sacrifier la rapidité. Eh bien, bravo, Domi-Geek. Je dois dire que cette forêt m'a impressionné. Qu'est-ce qu'on fait après? On va dans une jungle de modèles encore plus complexes? Patience, Gontran. Dans les prochains épisodes, on explorera des modèles encore plus puissants. Mais pour l'instant, profite de ce que tu as appris sur les arbres et les forêts. La prochaine étape, c'est de plonger dans des modèles de régression. Bon, Gontran, maintenant que tu as vu ce qu'une forêt aléatoire peut accomplir, il est temps de parler de certains modèles avancés qui vont encore plus loin dans l'utilisation des arbres de décision. Ces modèles sont extrêmement performants et largement utilisés dans le monde de l'intelligence artificielle et du machine learning. Je te présente XGBoost, LightGBM et CatBoost. Attends. XGBoost, Light, quoi? Et CatBoost, c'est un truc pour les chats? Tu vas me dire que ces modèles sont encore plus puissants que ta forêt aléatoire. Ne t'inquiète pas, Gontran. Si tu peux suivre une forêt, tu peux suivre ses modèles. Et non, CatBoost ne va pas t'aider à dresser des chats, mais il pourrait être bien plus performant que ta vieille blague sur les arbres. Alors laisse-moi te les expliquer simplement. Ces trois modèles appartiennent à la famille des algorithmes de boosting, une technique d'ensemble qui améliore les performances d'un modèle faible en les formant de manière séquentielle. Contrairement aux forêts aléatoires, où les arbres sont formés en parallèle, ici, chaque arbre essaie de corriger les erreurs de l'arbre précédent. Résultat, un modèle encore plus puissant. Commençons par XGBoost. Ce modèle est l'un des plus connus dans le monde du machine learning. Il utilise une technique de boosting par gradient. L'idée est simple. Chaque nouvel arbre est formé pour minimiser les erreurs du modèle précédent, en ajustant les prédictions de manière à corriger les erreurs résiduelles. D'accord, mais en quoi c'est différent de ta forêt? Ce ne sont pas juste des arbres aussi? Bonne question. Dans une forêt aléatoire, chaque arbre est formé de manière indépendante et à la fin, on vote pour la classe majoritaire. Dans XGBoost, chaque arbre est formé pour améliorer les prédictions des arbres précédents. Cela permet de réduire les erreurs de manière itérative et le modèle final est bien plus précis. C'est comme si chaque nouvel arbre apprenait des erreurs des arbres précédents. Un peu comme toi, Gontran. Chaque blague que tu rates te rend meilleur, en théorie. Ensuite, il y a LightGBM. C'est une version plus rapide et plus légère de XGBoost, développée par Microsoft. Ce modèle est conçu pour traiter de très grands jeux de données avec une efficacité maximale. La principale différence avec XGBoost, c'est qu'il utilise une technique appelée Leafwise Tree Route, ce qui signifie qu'il choisit
de développer les feuilles de manière asymétrique. Cela permet à l'IGBM de converger plus rapidement et de gérer des datasets massifs sans ralentir. Feuilles, asymétriques, est-ce que cet arbre pousse de travers ou quoi? Pas exactement, Gontran, mais si ça peut te rassurer, cet arbre est tellement efficace qu'il pourrait pousser dans ton salon sans que tu t'en rendes compte. Pour faire simple, l'IGBM est optimisé pour être rapide et léger, ce qui en fait un excellent choix pour des jeux de données très volumineux ou des environnements où la rapidité est essentielle. Enfin, nous avons CatBoost. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ce modèle n'est pas destiné aux animaux. Il est en fait spécialisé dans le traitement des données catégorielles, c'est-à-dire des données qui ne sont pas numériques, comme des noms de villes ou des types de produits. Et pourquoi est-ce que c'est important? La plupart des modèles ne peuvent pas déjà traiter ça? Tu as raison de poser la question. La plupart des modèles de machine learning exigent que les données catégorielles soient transformées en chiffres avant d'être utilisées. Par exemple, via des techniques comme le one-shot encoding, mais CatBoost a l'avantage de pouvoir manipuler directement ces données sans passer par ces transformations. Cela rend le processus plus rapide et améliore la précision. En gros, CatBoost peut prendre un tas de noms ou de catégories et te dire ce qu'ils signifient sans passer par tous ces détours compliqués. Et voilà, XBoost, l'IGBM et CatBoost sont des modèles avancés qui utilisent des arbres de décision d'une manière très optimisée. Ils sont utilisés dans des environnements industriels, dans des compétitions de machine learning et même pour des applications critiques comme le diagnostic médical et la détection de fraude. Ok, je dois l'admettre. Ces modèles ont l'air vraiment puissants, mais ça doit être un cauchemar à utiliser, non? Pas du tout. Grâce à des bibliothèques comme Scikit-learn, XBoost, l'IGBM et CatBoost sont relativement faciles à implémenter, tout comme nous l'avons fait pour les forêts aléatoires. Ils nécessitent juste un peu plus de configuration pour ajuster les hyperparamètres, mais les résultats en valent largement la peine. Donc, Gontran, si tu veux impressionner quelqu'un avec ton propre modèle, ces outils sont parfaits pour toi, même si je doute que tu puisses faire pousser un arbre sans assistance. Eh bien, merci pour la confiance, Kaya. Mais sérieusement, DomiGeek, je suis curieux d'essayer ces modèles. Peut-être que je vais finalement arrêter de répondre aux blagues de Kaya et commencer à planter des arbres de décision. Ce serait une bonne idée, Gontran. Dans les prochains épisodes, nous approfondirons ces techniques et verrons comment elles s'intègrent dans les projets réels d'intelligence artificielle. Nous avons bien couvert du terrain aujourd'hui. On a commencé par un simple arbre de décision, puis nous avons vu comment les forêts aléatoires peuvent améliorer les performances, et enfin nous avons exploré des modèles encore plus puissants comme XGBoost, l'IGBM et CatBoost. Ok, donc on a parcouru toute la forêt et on a terminé dans un boost. Franchement, DomiGeek, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon d'arbres. Alors, c'est tout? On a terminé avec ces modèles? Un marathon? Gontran, si tu n'avais pas fait autant de blagues en chemin, on aurait peut-être été plus rapide. Mais non, on n'a pas encore fini. Il y a encore beaucoup à apprendre. Et effectivement, Gontran, ce n'est que le début. Ce que nous avons vu aujourd'hui, ce sont des modèles qui utilisent les arbres de décision de différentes manières. Mais le monde de l'intelligence artificielle est vaste. Et il reste encore beaucoup de terrain à explorer. Alors, pour récapituler, les arbres de décision sont simples et efficaces pour les tâches de classification. Les forêts aléatoires sont une manière puissante d'améliorer la précision et de réduire le surapprentissage en combinant plusieurs arbres. XGBoost, l'IGBM et CatBoost sont des modèles de boosting qui optimisent la performance des arbres et les forment en les formant de manière séquentielle. Ils sont particulièrement efficaces sur des données volumineuses et complexes. Bon, d'accord, je dois l'avouer, j'ai appris des trucs. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Parce que si tu me dis qu'on va encore planter des arbres, je vais finir par ouvrir une pépinière. Ne t'inquiète pas, Gontran. Dans le prochain épisode, nous allons changer de perspective. On va quitter le monde des arbres et des forêts pour explorer quelque chose de tout aussi fascinant, les régressions linéaires et logistiques. Des régressions? On ne veut pas aller de l'avant. Pourquoi régresser maintenant? Ne t'inquiète pas, Gontran. Ces régressions ne te feront pas reculer. En fait, elles nous aideront à prédire des valeurs continues, comme le prix d'une maison ou la probabilité que tu choisisses un mauvais dessert. Exactement. Nous allons voir comment les régressions permettent de prédire des valeurs numériques et de faire des classifications. C'est une autre approche très utile en machine learning et cela nous rapprochera encore un peu plus de la construction d'une IA complète. Ah, prédire des choses, ça me plaît.
Peut-être que tu pourras prédire combien de mauvaises blagues Kaya va faire la prochaine fois. Je te parie que même avec un modèle avancé, on serait loin du compte. Peut-être qu'on essayera Gontran, mais en attendant, prépare-toi à découvrir les régressions et leur utilité dans le monde de l'intelligence artificielle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et sélectionnez l'option toutes pour ne rater aucune de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec celles et ceux qui pourraient être intéressés par ce passionnant voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode où nous plongerons encore plus profondément dans l'univers incroyable de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo au complet et inscrivez-moi aïe 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 les arbres de décision en commentaire. On ne sait jamais. Bonne journée. Dans un monde de progrès, de codes et de circuits, l'humain forge son chemin, ses espoirs et ses fruits. L'IA fascine, inquiète et émerveille, mais c'est nous qui tenons les rênes, en vérité sans pareil. Oh, humain, architecte de ta propre création, tu bâtis des merveilles avec tes innovations. Ton futur est entre tes mains, avec précision. N'oublie jamais, tu es l'architecte de ton propre destin. Oh, humain, architecte de ta propre création, tu bâtis des merveilles avec tes innovations. Ton futur est entre tes mains, avec précision. N'oublie jamais, tu es l'architecte de ton propre destin. Des CNN aux Transformers, des gants au RNN, chacune de ces créations porte ta marque aux humains. Ils n'ont ni désir, ni conscience, ni intention. Ce sont des outils puissants sous ta direction. L'avenir n'est pas écrit, il se dessine chaque jour avec chaque choix, chaque action et chaque détour. L'IA est un miroir, reflet de nos aspirations. Utilise-la sagement pour de belles créations. Humain, architecte de ta propre création, tu bâtis des merveilles avec tes innovations. Ton futur est entre tes mains, avec précision. N'oublie jamais, tu es l'architecte de ton propre destin. Dans cette ère nouvelle, où tout semble possible, reste vigilant, curieux et invincible. L'IA peut être notre allié ou notre péril. Souviens-toi toujours, l'humain est l'architecte de son propre destin.